Buenas tardes, bienvenidos todos. Bonjour à tous, Casa Árabe. Bienvenue à Casa Árabe. Soyez les bienvenus pour les Maghrébins et les Sénégalais qui sont ici dans la salle. Merci d'avoir attendu notre invitation. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir ici. Pardon. Alors, nous allons parler aujourd'hui des migrations arabo-africaines vers l'Union européenne aujourd'hui. Cet événement a été organisé par la Casa Árabe en coordination avec la Fondation Friedrich Ebert de Tunisie et Madrid, avec le réseau aussi syndical de migration méditerranéenne et subsaharienne, dont sont membres des organisations syndicales d'Espagne, la France, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et le Niger. Donc la question aujourd'hui est d'une grande actualité. Il a été décidé qu'elle soit traitée ici à la Fondation Casa Árabe aussi, et depuis quelques années nous discutons de ces questions et ça continue à être une question prioritaire pour nous. Malheureusement, nous sommes habitués à cette question. Nous sommes si habitués que l'on voit les chiffres dans les journaux chaque semaine et chaque jour même, à certaines saisons d'année, avec presque une certaine indifférence. On voit que 200, 300, 500 citoyens de différents pays d'Afrique arrivent vers nos côtes, ou vers les côtes italiennes ou les côtes de Grèce. Et c'est une nouvelle que nous recevons avec, comme je le disais, presque une certaine indifférence. Plusieurs centaines de citoyens ont dû laisser leur pays, quitter leur pays et faire un grand parcours, un grand voyage où parfois ils perdent leur vie, se séparer de leur famille, abandonner leur famille, leur pays, leurs traditions, pour arriver à un monde qui pour eux est complètement inconnu, un monde nouveau, difficile parfois, parce qu'ils ne parlent pas la langue très souvent, et où ils vont se trouver dans une situation où ils sont dans la clandestinité, ils n'auront pas les papiers pendant un long temps, donc ils vont devoir louer un appartement, trouver un appartement, ce qui les soumet souvent à des difficultés avec les autorités locales. Donc un monde assez tétrique, en tout cas hostile, et où nous sommes habitués à une vie facile. On ne peut même pas imaginer la situation dans laquelle ils sont. Donc ces citoyens d'Afrique et d'autres pays, pour eux, le quotidien est une vie compliquée dans laquelle s'en sortir de situations vraiment difficiles est quelque chose d'extrêmement douloureux. Voilà, donc ce réseau que nous avons créé a joué un rôle important. Des ONG aussi ont joué un rôle important pour aider ces populations, ces personnes. Mais c'est vrai que c'est un effort qui devrait être soutenu par toute la citoyenneté et les autorités de tous les pays qui sont concernés, les pays d'accueil. Il est vrai que ce n'est pas une question facile. Je ne veux pas tomber dans un discours démagogue. Ce n'est pas réaliste de penser que l'Europe peut ouvrir ses portes de manière illimitée pour accueillir tous les citoyens qui fuient la misère et parfois la guerre, des situations de violence, de persécution. Et là, on rentre dans la question de l'asile, qui est une question différente. Même si les résultats, même si l'immigration économique a des origines également très dures et très graves, mais toutes ces questions vont être élaborées aujourd'hui, vont être
On va y réfléchir aujourd'hui dans ce séminaire à la Casa Árabe. Et je souhaite vous dire que l'origine, idéalement, ce serait que toutes ces personnes trouvent des opportunités de travail dans ces pays d'accueil. Et ça, c'est une question qu'il faut traiter à long terme, mais personne ne devrait être obligé d'abandonner son pays pour ces questions, pour ces raisons si difficiles, et arriver dans un pays tiers où ils vont trouver donc une vie pleine de difficultés. Voilà. Donc, je laisse ces questions sur la table et je cède la parole à Monsieur Unai Sordo, qui est le président général de Commission ouvrière en Espagne. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci donc de me donner la possibilité d'être ici aujourd'hui au nom de Commission ouvrière. Tout d'abord, je souhaite remercier en particulier l'accueil, l'initiative de Casa Árabe qui a organisé ce séminaire, qui accueille ce séminaire, et la Fondation Frédéric Ebert qui a collaboré avec un soutien logistique pour que cette journée puisse se développer. Voilà, on remercie également le bureau en Espagne de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Madrid, et l'Organisation internationale des migrations et le Comité économique et social européen, le CC, qui vont être représentés aujourd'hui dans les différentes tables rondes. Pour nous, donc, c'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à ce séminaire qui a une représentation très importante d'organisations syndicales de différents pays européens et africains. Vous le savez, donc, de nombreuses personnes se sont déplacées ici à Madrid, de nombreux camarades du Sénégal, du Portugal, de la Tunisie, de France et d'Espagne, bien évidemment. Et nous avons la conviction qu'il est important de renforcer les liens de solidarité et de travail en commun entre les différentes organisations syndicales à un moment où la globalisation de l'économie est un fait consolidé depuis longtemps dans nos sociétés, dans le monde. Les chaînes de valeur des entreprises se disséminent dans de nombreuses régions de la planète, et cette mondialisation économique, financière, d'après nous, demande un renforcement de la globalisation, de la solidarité également entre les organisations syndicales. Historiquement, il y a eu peut-être un excès d'eurocentrisme de la part des organisations syndicales européennes, et bien évidemment les conditions de travail et les conditions de vie qui existent dans des pays comme l'Afrique ou dans d'autres parties du monde, sont insérées dans ces chaînes de valeur, dans cette dissémination des entreprises de par le monde. Et en plus de la solidarité, je crois qu'il y a un intérêt, nous avons intérêt à renforcer ces liens, ces relations entre les organisations syndicales de différents pays. Parce que nous sommes dans le même monde, nous vivons dans le même monde, donc ce qui se passe dans un pays, ce que vivent certaines organisations dans des pays, finalement affecte l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du monde. Voilà, donc je veux aussi parler de ce réseau aussi de migration méditerranéenne et subsaharienne. Ce réseau travaille depuis 2009 et il veut renforcer cette solidarité, cette unité du mouvement syndical européen et africain, et ensuite consolider donc les engagements avec les valeurs fondamentales et universelles des droits de l'homme sur la liberté, l'égalité, la justice, la non-discrimination et le travail décent. Pour nous, c'est très important que le travail de ce réseau syndical de migration méditerranéenne et subsaharienne s'insère et soit lié, s'inscrive dans les politiques générales qui sont définies par la Confédération européenne de syndicats, mais aussi de la Confédération syndicale internationale, et particulièrement avec les organisations régionales en Jordanie pour les pays arabes, et au Togo pour les pays africains. Et d'une certaine manière, cette ligne de travail, cet axe de travail qui unit certaines zones économiques qui ont beaucoup à voir avec notre action syndicale devrait être une priorité pour l'ensemble des organisations syndicales espagnoles et l'ensemble également de l'Europe.
Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est de mettre en place un travail, un bon travail. Les réflexions de ce type de séminaire sont importantes, nous allons y participer et nous voulons incorporer des réflexions partagées que l'on puisse faire entre des personnes qui participent donc à ces réflexions au sein de notre organisation. Nous vous souhaitons donc un bon travail, une bonne journée et je passe la parole à mon camarade Julio Salazar. Bonjour à tous et à toutes. Je vous salue de manière fraternelle de la part de mon organisation et syndicale. Et comme l'a fait Unai, je vous souhaiterais d'abord remercier la Fondation Hébert et la Casa Árabe et le réseau syndical pour organiser donc cet événement et impliquer le mouvement syndical, non seulement européen, mais aussi arabe et subsaharien. Je crois que c'est un rôle qui est important au niveau international et que nous devons avoir, et c'est la cause de l'unité de l'être humain face à des contextes très difficiles qui l'obligent à abandonner sa terre. Ici, donc, à l'USO, nous allons célébrer notre congrès confédéral dans quelques jours. Et parmi les propositions que nous envisageons comme proposition-programme, il y a un chapitre que nous appelons pour des politiques migratoires justes. Eh bien, ce que nous souhaitons dans ce paragraphe, c'est contribuer à ce côté plus social, à promouvoir des politiques qui facilitent la vie et les conditions de vie plus justes et plus dignes. Et dans notre engagement pour cela avec nos frères qui souffrent, qui sont dans des conditions de vie très vulnérables, très hostiles, des situations de déracinement, de solitude, en plus de la méconnaissance de leurs droits aussi face aux abus, des abus envers leur citoyenneté et dans leur profession, dans le monde du travail. Voilà, donc il y a une certaine absence de politique migratoire de la part de l'Union européenne, il faut le signaler, qui devrait être le reflet de ses valeurs fondamentales, au lieu de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'ériger des murs physiques, politiques, contre l'immigration. Et aussi, en tant que partie intégrante du Comité espagnol d'aide aux réfugiés, eh bien, nous défendons une politique d'asile et de refuge, qui est totalement absente dans notre pays. Et l'Espagne ne remplit pas le pacte d'accueil de l'Union européenne, puisqu'elle n'a accueilli que 7% des 17 000, environ des 17 000 personnes, les 17 000 réfugiés. Et de la même manière, en matière de droits de l'homme, eh bien, les centres d'internement étrangers il y a de nombreuses plaintes d'abus envers les réfugiés. Et nous voulons aussi donc, dans notre syndicat, qu'il y ait une intégration de la personne migrante avec son affiliation, sa représentation, qu'il y ait une représentation des travailleurs clandestins et aussi une participation dans notre structure syndicale. Parce que nous pensons que la meilleure manière pour qu'il y ait des droits, qu'ils jouissent de certains droits, eh bien, c'est qu'ils puissent être représentés. Voilà, pour nous, c'est important de favoriser l'accueil avec des droits citoyens et des droits professionnels, qu'il y ait une lutte contre toute poussée de xénophobie, de racisme qui existent et qui sont utilisés actuellement dans cette période si convulsive de crise avec un chômage si élevé.
eh bien, c'est utilisé par des partis xénophobes et d'extrême droite. Eh bien, c'est pour ça que nous souhaitons également, voilà, vous souhaiter une très bonne journée et nous sommes ravis que cette collaboration existe et en vue de ces objectifs d'affronter ce drame social et humain et essayer de changer un peu ce monde qui soit plus favorable à ces personnes. Voilà, donc bonne chance et bonne journée, bon séminaire. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer donc au premier panel d'aujourd'hui, consacré à la lutte pour la dignité professionnelle, le travail forcé. Bonjour à tous. Je m'appelle Semir Adoueni, je suis tunisien. Je suis responsable d'un projet migration au sein de la Fondation Friedrich Ebert à Tunis. C'est un projet qui couvre la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, Maghreb, et également la rive sud de la Méditerranée. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette première séance. Je pense qu'on ne peut pas démarrer cette première séance sans souligner le fait que l'Espagne a ratifié le protocole de 2014 relatif à la Convention de lutte contre le travail forcé. Donc c'est aussi le cadre de notre rencontre aujourd'hui. Le travail forcé est un concept, on va dire que c'est indispensable de revenir sur la définition de la question du travail forcé, car même si aujourd'hui il est fortement associé à la question de la traite, on ne peut pas les confondre. Le travail forcé s'oppose diamétralement au travail décent, mais il est indispensable de se poser la question de où se termine le travail décent et où commence l'exploitation par le travail, où se termine l'exploitation par le travail et où commence le travail forcé. Donc cet éclairage sur les définitions de ces fléaux est indispensable pour pouvoir poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses, surtout pour les acteurs de terrain que sont les syndicats, qui sont confrontés à l'appréciation de ces situations pour pouvoir apporter les bonnes interventions et les bonnes réponses pour aider les personnes en difficulté. Donc pour cette première séance, nous allons avoir 4 interventions. Une première intervention qui va être un peu une intervention qui va revenir un peu sur les concepts, j'imagine, au niveau du représentant de l'OIT à Madrid, et 3 interventions d'acteurs de terrain qui sont, eux, on va dire, vont confronter cette théorie au terrain et par rapport aux difficultés pour pouvoir apprécier et identifier les cas, que ce soit de traite, de travail forcé ou d'exploitation pour le travail, et d'apporter les bonnes réponses. Donc j'invite tous les intervenants à se limiter au temps alloué. Nous sommes sur un temps de 10 minutes environ pour chaque intervention, pour nous permettre de profiter au maximum des échanges avec la salle. Donc à vous la parole. Okay. Merci Sami por ta presentación. Efectivamente, yo les voy a hablar del trabajo forzoso en el mundo. Y no les traigo buenas noticias. Et je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Para nada. En aucun cas. Et le dernier rapport que nous avions sur le travail forcé, il avait été fait il y a 4 ans, nous avions identifié ou estimé 21 millions de personnes qui étaient vraiment prises dans ce réseau de travail forcé. Donc nous avons eu aussi en 2016 un travail conjoint avec l'OIM qui sera présenté un peu plus tard.
Et nous avons estimé que la situation de ce travail forcé dans le monde est de 25 millions de personnes. Et comme je vous dis, ce n'est en aucun cas une bonne nouvelle, surtout en sachant que dans les objectifs de développement durable adoptés en 2015, septembre 2015, par les responsables de tous les pays du monde qui étaient dans le système, qui sont dans le système des Nations Unies, il y avait un objectif très ambitieux qui n'était pas pour 2030 comme le reste des objectifs de développement durable, mais qui même c'était pour 2025 vraiment l'élimination du travail forcé partout dans le monde. Et comme il a été aussi prévu l'objectif de l'élimination complète dans le monde du travail des enfants pour 2025. Et dans la même date, nous avons présenté depuis l'Alliance 8.7 des Nations Unies, nous avons présenté, comme je vous dis, le rapport sur le travail des enfants. Et dans ce cas, les chiffres sont inquiétants parce que nous parlons encore de 152 millions d'enfants en situation de travail et ce sont 90 millions de moins qu'en début de siècle. Cependant, ce sont encore trop nombreux, des chiffres trop élevés, et il faut faire une élimination d'ici 2025. Et le rythme, au vu de ce qui s'est fait aux 4 dernières années, il y a une réduction de 8 millions. Donc, nous devons dynamiser cette situation, cet élan pour éliminer le travail des enfants. Donc, le travail des enfants et aussi le travail forcé et leur élimination font partie des objectifs de développement durable et dans l'objectif 8, en particulier 8.7. C'est pour ça que cette alliance internationale qui est promue pour l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, et c'est pour ça qu'on appelle Alliance 8.7. Et j'espère que vous en avez entendu parler, et parce que si on n'en parle pas beaucoup, ça ne sera jamais le cas d'éliminer le travail des enfants, le travail forcé. Bon, et quand nous parlons de travail forcé, de quoi parlons-nous exactement? Donc, nous ne parlons pas uniquement d'exploitation au travail, d'exploitation professionnelle généralisée, intense, et qu'il n'y a pas un respect des normes de travail. Nous parlons de quelque chose qui est encore pire. Nous parlons de tout ceci, et évidemment, mais surtout, ce qui le caractérise, c'est le travail qui est fait de façon involontaire dans le cadre des menaces, oppressions. Donc, c'est une caractéristique spécifique qui fait la différence par rapport à l'exploitation dans le monde du travail. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour ça que nous parlons de travail forcé comme de l'esclavage moderne. Pardon. Donc, il semble encore surprenant qu'il y ait encore 25 millions de personnes qui sont victimes de cet esclavage moderne. Dans quelles activités? La plupart des personnes, nous parlons de 16 millions, ce sont des victimes de l'exploitation privée, c'est-à-dire d'entreprises qui ont des travailleurs dans ces conditions. Les mécanismes sont multiples, depuis la violence pure et dure et la menace de mort, comme les dettes, les châtiments physiques, les menaces aux familles. Il y a beaucoup de mécanismes et les activités sont aussi multiples. Ça peut être dans les mines, dans l'agriculture, dans les foyers, dans une partie, c'est le travail dans les maisons qui est réalisé essentiellement par des femmes et de travail domestique. Et donc, c'est partout, dans toutes les régions du monde, en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, partout dans le monde, nous allons trouver ceci. Donc, nous parlons en réalité de dire que plus de 5 pour 1000 de personnes dans le monde sont dans des situations, sont attrapées dans cette situation. Nous avons 1000 personnes, il y en a 5 qui sont dans cette situation. Donc, dans le cas de l'Afrique subsaharienne,
C'est quelque chose dont nous allons aborder, que nous allons aborder aujourd'hui. Nous parlons de chiffres qui vont bien au-delà. Nous parlons de 7,5 pour 1000. Donc voilà, ce sont les chiffres que nous avons pour cette situation. Et donc c'est le lieu où la localisation géographique où il y en a plus. Le cas du travail des enfants, les pourcentages sont énormes parce que 10% des enfants sont dans cette situation, mais dans le cas de l'Afrique subsaharienne, nous parlons de 20%. Donc c'est juste le double. Donc, d'autre part, je peux vous dire que alors qu'en Asie, normalement, ce sont des chiffres qui sont autour de la moyenne, et Asie-Pacifique, et qui réunit plus de 60% de la population mondiale, c'est celle qui établit, la région du monde qui établit les moyennes. Mais en Amérique, il y a de grands progrès, que ce soit pour le travail des enfants, où la moyenne se situe autour de 5%, c'est-à-dire la moitié de la moyenne mondiale, que pour le travail forcé, où c'est moins de la moitié. Donc, ceci porte à espoir parce que quand nous voyons des chiffres de réduction, le continent où nous voyons plus de progrès et plus de chiffres de réduction, c'est le continent américain. Ceci est en relation avec ces années qui ont été vécues de l'augmentation de la démocratie, d'un certain élan économique et aussi le ralentissement des chiffres de réduction du travail des enfants ou de l'augmentation des chiffres du travail forcé sont en relation avec ces situations en Amérique a changé. En termes politiques et aussi en termes de développement économique avec plus de progrès et la crise ça a été là-bas contrecarrée. Il existe différents outils pour lutter contre le travail forcé. Tous ces outils sont importants, surtout les politiques de développement, donc comme pour le cas du travail des enfants. Et excusez-moi, je fais toujours une comparaison avec le travail des enfants, mais c'est que nous avons détecté que les politiques les plus efficaces et plus rapidement efficaces sont la scolarisation et les politiques contre la pauvreté. Et ces mesures ont un impact direct sur la réduction du travail des enfants, bien qu'elles n'envisagent pas directement la réduction du travail des enfants. Et ceci va de pair avec d'autres mesures pour la réduction du travail des enfants et des travails forcés. Et donc, voilà, ce sont les politiques qui permettent, alors qu'il y a de la faim, il y a des grosses pauvretés, il est beaucoup plus facile d'avoir ces situations que si ce n'est pas le cas. Mais ces situations aussi dans des pays à revenus moyens où il n'y a pas ces contraintes aussi importantes comme la pauvreté extrême ou la famine qui asole certaines parties du monde. Donc, je peux dire que nous pouvons dire que 16 millions sont dans le secteur privé, mais on parle aussi d'exploitation sexuelle et nous avons 90% des victimes de l'exploitation sexuelle sont des femmes et des filles. Donc, une partie importante, ce sont des filles, de femmes mineures et bien peut-être même mineures par rapport à l'âge légal de travail. Donc c'est une réalité très cruelle et qui existe et cette réalité s'étend partout dans le monde. Et cette réalité, c'est celle que nous pouvons voir dans les pays industrialisés. Et pourquoi cette situation? Pourquoi le travail forcé? Il y a un mot, c'est vraiment ce besoin d'en avoir plus. Donc, parce que les revenus sont importants de cette façon. Nous avons 150 milliards de dollars par an, ce qui est énorme. Et de ces 150 milliards, 100 sont pour l'exploitation sexuelle. C'est pour ça que c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent et donc nous allons le trouver dans les pays industrialisés. Le reste du travail forcé, 4 millions, et c'est travail obligé par les États.
Et donc, par exemple, dans les prisons, nous considérons que c'est du travail aussi forcé. L'outil fondamental, c'est la Convention 29 de l'OIT, approuvée dans les années 1930, et en particulier le protocole qui développe cet article a été adopté en 2014 depuis l'OIT. Nous sommes en train de développer une campagne mondiale, donc 50 for Freedom, 50 pour la liberté, donc qui fait en sorte qu'il y ait au moins 50 pays qui, en 2018, auront ratifié cette convention. Et pour l'instant, nous avons 19 pays. Le dernier a été l'Espagne. Il y a 3 semaines, à New York, a remis, à l'occasion d'une réunion des Nations Unies, et la ministre du Travail espagnole a remis au responsable de la OIT cet instrument de ratification et qui sera donc mis en œuvre dans un an. Donc, cette convention, ce protocole, quels sont les instruments nouveaux pour vraiment agir par rapport au travail forcé? Tout d'abord, il y a 2 nouvelles lignes. Une, les pays doivent avoir un plan d'action articulé et complet et qui aborde les sujets de traite. Donc, toute la traite n'est pas pour travail forcé, ça peut être aussi pour des mariages forcés. Et donc, pour nous, c'est une forme d'esclavage moderne et donc aussi pour des organes. Donc, ce n'est pas toute la traite, ce n'est pas pour le travail. Pas tout le travail se fait à travers la traite, parce que quelquefois le travail forcé se fait dans les ressortissants des pays où il y a une situation de travail forcé. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait ce plan national, parce que ce plan permet une action conjointe sur toutes les réalités du travail forcé. Et l'autre nouveauté est l'attention et la réparation faite aux victimes. Il ne peut y avoir une politique efficace d'élimination du travail forcé et de l'esclavage moderne s'il n'y a pas des mesures pour les victimes, s'il n'y a pas l'accès à la justice, aux indemnités et d'autres mécanismes de réparation pour les victimes et des mesures d'attention pour les victimes. Et c'est quelque chose que le protocole envisage. Nous allons lancer une campagne en Espagne, puisqu'il y a cette ratification de la part de l'Espagne, que nous remercions d'ailleurs au gouvernement et aussi aux organisations syndicales qui ont fait pression pour que cette ratification soit une réalité. Nous allons engager une campagne pour conscientiser la population espagnole pour que l'Espagne mette un plan en marche, un plan national pour les victimes et que de cette façon nous puissions avancer dans un des pires fléaux d'inhumanité de cette société. Merci. Merci pour cette introduction qui va nous permettre maintenant de pouvoir s'interroger sur comment atteindre les défis qui ont été soulevés. On parle de 25 millions d'individus qui subissent le travail forcé. On parle également d'objectifs 2025 pour l'élimination complète de ce fléau. On parle également de 50 pays qui doivent ratifier cet objectif de ratification du protocole. Donc ça reste des challenges qui sont considérables et qui ne peuvent être menés qu'avec la contribution des organisations syndicales et bien sûr des ONG. Donc nous allons nous intéresser maintenant à la contribution, comment aujourd'hui nous avons des organisations qui contribuent à lutter contre ces fléaux et comment ils peuvent finalement, parce que la ratification en elle-même est une chose, après la mise en œuvre du protocole au niveau de la nationalisation de la législation, de tous les mécanismes de suivi sur le recours par rapport aux victimes, tout ça nécessite une collaboration très forte entre les institutions publiques et les organisations de terrain. Et c'est un peu le volet qu'on va pouvoir aborder à travers l'expérience de 3 syndicats, le syndicat espagnol, le syndicat tunisien et le syndicat italien qui vont nous donner un éclairage par rapport à leur contribution. À vous la parole.
Merci. Buenos días a todos y a todas. Después de escuchar Après avoir donc écouté l'introduction de Joaquín, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est de recentrer un petit peu, de centrer mon intervention au niveau des actions syndicales internationales par rapport à la lutte pour la dignité et l'éradication du travail forcé. Alors, je vais oser dire que cette défense de la dignité professionnelle, dans toutes ses facettes, est un des principes inaliénables du syndicalisme au niveau international, que la lutte contre le travail forcé, que la CCI, la Confédération syndicale internationale, eh bien, elle définit comme le travail qui est fait sous menace, eh bien, c'est une priorité. Cette lutte pour ce travail digne fait partie de ces priorités. En plus des questions qui sont liées à l'esclavage moderne, même si l'esclavage a une origine lointaine, eh bien, l'esclavage professionnel dans le monde du travail existe aujourd'hui et il présente les chiffres les plus importants de l'histoire, des millions donc, de personnes. Il faut dire aussi qu'une personne sur 5 qui subit ce travail forcé subissent aussi une exploitation sexuelle. Il y a un lien clair entre les deux. La CSI, en 2015, a établi un lien très étroit entre les 10 pires pays pour les travailleurs, donc les pays où les droits professionnels, les droits du travail syndicaux sont les plus faibles, eh bien, il y a un lien très étroit avec le travail forcé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'esclavage moderne est présent dans le monde entier et presque dans tous les secteurs de la population. Et moi, j'aimerais souligner les espaces où la CCI a dénoncé, repéré de plus d'utilisation du travail forcé, par exemple au Paraguay, donc dans les fermes, donc où il y a l'agriculture et du bétail, dans l'industrie de la pêche aux Philippines, des manufactures de coton aussi en Ouzbékistan, en Bolivie aussi, le travail domestique en Mauritanie et la construction au Qatar. Comme vous devez le savoir, au Qatar, on utilise la kafala, qui est un système d'esclavage où les travailleurs émigrés voient leur contrat originel modifié et on leur retire le passeport, donc ils ne peuvent pas abandonner le pays. Ils sont obligés de travailler pratiquement dans des conditions d'esclavage. La CSI a donc fait une campagne très puissante de dénonciation pour mettre fin à ce système par rapport à la construction des infrastructures pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Et malgré le fait que la kafala n'ait pas été abolie, eh bien, il semble qu'il y ait quelques avancées. Et nous, en tant que mouvement syndical, eh bien, on a l'impression qu'il y a quand même des avancées, même si voilà, ce système n'a pas été aboli. On est quand même content des résultats. Voilà. Alors, les personnes qui sont soumises au travail forcé vivent donc des menaces et sont dans des nouveaux systèmes d'esclavage. Et il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, la concurrence déloyale entre différentes entreprises qui n'accomplissent pas toujours la loi au niveau des droits du travail, des salariés. Les salaires en général sont plus bas par rapport à d'autres entreprises qui sont plus légales et en plus il y a une perte donc des revenus publics à travers les impôts.
Alors, Joaquín parlait aussi du protocole qui a été approuvé de manière très large, majoritaire, la Confédération internationale du travail en 2014 de l'OIT, et qui doit contribuer à mettre en place les mesures pour attaquer ce nouvel esclavage. Moi, je souhaiterais dire que c'est le premier traité qui réclame que les entreprises agissent avec la diligence à prévenir ce travail forcé et les risques liés à cette chaîne d'esclavage. Et je crois que c'est important de le souligner et de connaître aussi cela. Donc, pour que ce protocole contribue à aborder de manière efficace le problème de l'esclavage moderne, eh bien, doit être ratifié de manière très large, parce que les pays qui vont le ratifier devront garantir le fait que tous les travailleurs de tous les secteurs soient protégés par la législation et donc renforcer par exemple les inspections du travail, les mesures contre cet esclavage, adapter et aussi informer, éduquer sur le travail forcé, garantir l'accès à des actions juridiques, à la réparation, même s'il n'y a pas de résidents, même si les résidents ne sont pas légaux lorsqu'ils travaillent, et dénoncer aussi les pratiques abusives. Donc toutes ces mesures doivent contribuer à améliorer donc cette situation. Dans ce sens, la CCI a initié en février 2015 une large campagne internationale pour appeler à la ratification de ce protocole en dehors d'être présent de ce portail 50 for Freedom, avec la Confédération internationale des entrepreneurs, eh bien, on a promu des actions nationales pour appeler les gouvernements à ratifier ce protocole et à démarrer ce qu'on appelle le nouveau front de la CSI contre l'esclavage. Parce que la lutte contre l'esclavage est une des priorités de la CSI, approuvée lors du dernier congrès qui a eu lieu il y a 3 ans. Actuellement, il y a 20 pays du monde entier qui ont ratifié ce protocole. Dans 8 pays, il est déjà en vigueur. L'Espagne l'a ratifié donc le 20 septembre. Donc le 20 septembre 2018, il entrera en vigueur. Mais je voulais souligner le fait que l'OIT a affirmé qu'en Espagne, 11 000 personnes environ sont victimes d'exploitation professionnelle, d'exploitation au travail. Et ça corrobore l'idée que la situation est mondiale, est internationale. Il n'y a pas d'exceptionnalité réelle contre ce fléau de l'exploitation au travail. L'OIT a demandé au gouvernement espagnol un plan intégral de lutte contre l'exploitation au travail et aussi pour les victimes de l'exploitation sexuelle. Et enfin, pour terminer, je souhaiterais partager avec vous une réflexion sur les choses qui sont en train de se faire en dehors de la contribution très importante de la Convention 29 et du protocole 2014. Eh bien, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a un long chemin encore à parcourir pour rendre réelle la fin du travail forcé dans le monde. Le syndicalisme international que représente la CSI doit continuer à lutter et toutes les organisations membres de la CSI doivent continuer à lutter pour que la plupart des États ratifient non seulement le protocole 2014, mais aussi la Convention 29. Et j'en profite pour vous dire que ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Corée, parmi d'autres pays, ont ratifié cette convention qui date de 1930 ou 1931. Voilà, donc c'est quelque chose d'important à souligner. Mais il ne s'agit pas seulement de ratifier des règlements. Il y a aussi d'autres instruments qui peuvent être utiles. Dans ce sens, le traité entre les entreprises et les droits de l'homme
qui a été la semaine dernière, il y a donc aux Nations Unies une réunion a été célébrée au caractère intergouvernemental. Eh bien, on a traité donc sur les droits de l'homme entre diverses entreprises, et ça pourrait contribuer à en finir avec certaines situations. Il y a aussi donc des pressions qui sont menées envers certaines multinationales qui se trouvent dans certains pays, mais qui ont des centres de travail dans tout le monde, où très souvent les conditions minimales, les droits ne sont pas respectés, les droits syndicaux, les droits salariaux ne sont pas respectés, et il y a même des situations de travail où les enfants travaillent ou de travail forcé. Donc ce type d'accord doit contribuer à ce qu'il y ait davantage d'égalité au niveau du travail. Et dans ce sens, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour dire que la participation active des syndicats, aussi bien dans les pays sièges des multinationales et dans les pays où sont délocalisés les centres de production, eh bien, sont clés pour garantir le succès de toute mesure de lutte pour la dignité du travail dans le monde entier. D'autre part, les traités de libre commerce, d'investissement devraient intégrer, avec un caractère contraignant, que les pays signataires doivent ratifier certaines conventions fondamentales de l'OIT. Dans ce sens, nous dénonçons le fait que le CETA, qui a été approuvé donc, la semaine dernière, le 27 octobre au Sénat espagnol, eh bien, il est donc applicable dans notre pays. Eh bien, nous avons déjà dénoncé ce traité parce qu'il met en risque les droits des travailleurs dans certains pays, notamment parce que le Canada n'a pas ratifié certains accords de l'OIT. Et les États-Unis, quant à eux, n'ont pas ratifié certaines conventions, donc le 29, mais n'a pas non plus ratifié certaines d'autres accords. Et 80% des entreprises canadiennes sont des filiales des entreprises américaines. Donc, certaines entreprises du Canada, pour opérer de manière libre dans l'Union européenne, vont pouvoir le faire grâce au CETA, à ce traité. Donc, ça va nous mener à des situations très compliquées et qui vont être en défaveur des droits des travailleurs, aussi bien en Europe, mais aussi dans d'autres pays, et vont faciliter le travail forcé. Et enfin, comme le disait Joachim, il est absolument nécessaire d'appliquer les objectifs de développement durable, et en particulier en ce qui concerne le point 8.7 pour assurer l'élimination du travail des enfants et l'éradication du travail forcé. Merci beaucoup. Merci, camarade Christina. Donc, je pense que le lien est fait entre les traités de commerce et la question du travail forcé. Il s'agit bien évidemment des chaînes d'approvisionnement au niveau des multinationales. L'enjeu, là encore, est de pouvoir faire collaborer les syndicats des pays où sont délocalisées ces entreprises pour pouvoir lutter en concertation avec les syndicats des pays où sont basées ces multinationales. Et c'est un enjeu fondamental sur lequel le mouvement des travailleurs travaille depuis plusieurs années pour accompagner un peu ce phénomène de globalisation et ne pas laisser les valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans le mouvement des travailleurs de côté dans cette globalisation. Donc je remercie la camarade pour cet éclairage au niveau international qui confirme une fois de plus que le fléau touche toutes les régions du monde, qui confirme également que nous avons des grands pays dans ce monde qui dominent largement ce monde, qui n'ont pas ratifié des conventions fondamentales du BIT, et qu'une grande lutte continue doit être encore nécessaire et doit être menée à ce niveau-là. Donc je donne la parole à la camarade Zubeida, qui va pouvoir nous exposer un peu la situation de la Tunisie et de ce qu'il en est sur le terrain dans ce pays-là. Merci, à vous la parole.
Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à vous transmettre les salutations fraternelles de Madame et camarade Naïm El-Hammami, la secrétaire générale adjointe chargée du département des relations arabes internationales et migration. Elle n'a pas pu venir à cause de quelques soucis d'ordre de santé, donc je suis venue aujourd'hui pour la remplacer. Donc, travail forcé, esclavage moderne. Alors qu'à la fin du 19e siècle, l'esclavage ancien, classique, où l'esclave est une personne non libre, un bien, une marchandise, un instrument économique pouvant être vendu ou acheté, semble définitivement aboli dans la plupart des pays du monde, on constate de nouvelles formes d'esclavage qui semblent ressurgir. Le travail forcé constitue sans doute la forme la plus connue de l'esclavage moderne. On parle généralement de travail forcé lorsque des personnes sont recrutées dans l'illégalité par des États, des partis politiques ou des particuliers et forcés à travailler pour eux, le plus souvent sur la menace de sévices ou d'autres punitions. Actuellement, on mentionne le chiffre de 21 millions, 24 millions ou même 25 millions de personnes victimes du travail forcé dans le monde. En termes de genre, on constate plus de femmes que d'hommes. On trouve 55% de femmes et 45% d'hommes qui sont les victimes du travail forcé. Ce trafic génère 150 milliards de dollars de profits illégaux, ce qui rend la tâche plus difficile en matière de lutte contre ce phénomène. Pardon, j'ai un souci avec mon ordinateur. Je vais aujourd'hui parler de la situation de la Tunisie. Historiquement, la Tunisie a été le premier pays du monde arabe et musulman à abolir l'esclavage, le 23 janvier 1846. Aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 170 ans se sont écoulés, nous avons tourné la page de cet abominable commerce, mais le travail forcé a persisté durant cette période sous plusieurs formes, comme par exemple les travailleurs dans le secteur de l'agriculture en Tunisie, appelés khames, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le 1/5 des récoltes. Donc, ils ne reçoivent pas de salaire, qui étaient jusqu'au début des années 80 exploités dans des conditions difficiles. Aussi, on peut citer les jeunes filles mineures des régions du nord-ouest du pays qui étaient placées dans des familles dans les grandes villes pour travailler 7 jours sur 7, sans compter les heures et dans des conditions parfois inhumaines. Jusqu'au déclenchement de la guerre en Libye qui a influencé la situation. La situation en Tunisie. L'OIM a mené une enquête. Il a dénombré 78 cas depuis 2012, 78 cas de traite depuis 2012 dans le travail, dans ce recensement des personnes victimes de la traite des personnes. Parmi les victimes, on trouve 57 viennent de la Côte d'Ivoire, 9 du Nigeria. D'autres nationalités ont été détectées. Mali, Congo, Cameroun, Ghana et Sénégal. Aussi, on trouve les Philippines et la Colombie. Géographiquement, la traite des personnes en Tunisie, même si elle reste faible, se concentre principalement dans les villes de Gabès, Sousse et Sfax, c'est-à-dire des villes côtières.
et bien sûr Tunis, la capitale. Et se pratique au sein des familles tunisiennes aisées donc, et puissantes. L'OIM a également identifié 2 victimes tunisiennes de traite des personnes exploitées au Libéria et aux Émirats arabes unis. Unis, essentiellement dans la prostitution et les services forcés de la restauration. L'instance précise les types d'exploitation en jeu. Parmi les 78 cas recensés, 69 concernant la servitude domestique, 7 concernant l'exploitation dans le travail forcé, un cas concerne l'exploitation sexuelle et le travail forcé et un cas d'exploitation sexuelle pure. Ces victimes sont majoritairement des femmes adultes âgées de 18 à 52 ans. 5 victimes ont quant à elles moins de 18 ans. Ces femmes sont en général célibataires, mères célibataires ou veuves. Des hommes sont aussi concernés par la traite. Quelques cas ont été identifiés dans le domaine du travail forcé, dans l'agriculture et le gardiennage. Ces hommes âgés de 30 à 35 ans se localisent géographiquement dans la ville de Nabil et Sfax et c'est toujours la côte. L'OIM a également identifié donc, 5 victimes, en quant à elles moins de 18 ans, on a dit, donc des hommes aussi concernés par la traite. Quelques cas ont été identifiés dans le domaine du travail forcé, on a dit dans l'agriculture, donc dans les régions de Nabil et Sfax. Mais ces chiffres identifiés et étudiés ne reflètent pas la réalité, car le nombre réel reste inconnu, donc en l'absence d'autres études. Le droit tunisien en matière de lutte contre la traite des personnes dans le cadre de la poursuite de ces efforts visant à renforcer son arsenal juridique et institutionnel en matière de lutte contre la traite des personnes et en respectant les engagements internationaux en matière de lutte contre les traites de personnes et en respectant les engagements internationaux en matière de lutte contre le crime organisé et la traite de personnes, ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le protocole de Palerme. La Tunisie a réalisé 2 avancées majeures, à savoir la promulgation d'une loi organique numéro 61 datant du 3 août 2016 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et l'instauration en date du 9 février 2017 de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Donc c'est INLCTP. Son but est de cibler les réseaux cherchant à exploiter les enfants, des femmes et tous ceux qui sont dans une situation fragile, comme les migrants. Cette instance veille à prévenir et à réprimer le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, l'hébergement ou l'accueil par le recours à la menace et à la force. La présidente de l'ILCTP a fait remarquer que cette nouvelle instance est d'autant plus importante que la Tunisie est un pays de transit des migrants subsahariens cherchant à traverser la Méditerranée. Elle a également insisté sur le fait que la Tunisie est particulièrement concernée par la traite des personnes constitue un crime transfrontalier et que les réseaux de passeurs profitent de la défaillance de l'État libyen pour animer leur trafic de migrants dans l'illégalité absolue. Ce nouveau cadre juridique permettra au gouvernement tunisien de mieux combattre et prévenir toutes les formes de traite des personnes en Tunisie,
qu'elles soient internes ou qu'elles revêtent un caractère transnational. La loi permettra également d'assurer la protection physique et l'assistance des victimes dans le but de garantir leur réhabilitation durable et leur réinsertion socio-économique. La composition de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, INLCTP, on trouve le président qui est un magistrat, les membres suivants, un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère de la Défense nationale, des Affaires étrangères, ministère des Affaires sociales et le ministère de la formation professionnelle. Donc, cette composition va permettre l'instance et va permettre d'agir rapidement. On va dire que ici va donc surgir le rôle des syndicats et notamment le JTT et la société civile en Tunisie, car cette instance ne peut pas agir et travailler toute seule. Que ce soit au niveau de la prévention, la protection ou les poursuites, l'État a besoin d'être assisté par les acteurs de la société civile. Cette collaboration est importante du point de vue que la majorité des migrants sont des travailleurs et la plupart du temps, ils sont dans une situation informelle, ce qui les rend vulnérables et difficiles à aborder. Un migrant, même dans une situation critique, ne va pas ou ne peut pas s'adresser aux autorités par peur de poursuites et d'expulsion ou de répression. Seuls les militants sur le terrain, que ce soit des syndicalistes ou des ONG, peuvent mener ce travail très délicat et être le maillon entre les victimes et les autorités concernées. Le JTT, autant que centrale syndicale, par sa présence sur les lieux de travail à travers tout le pays et dans tous les secteurs, par ses relations intersyndicales et par son engagement à défendre les droits et les intérêts des travailleurs, quelle que soit leur origine et leur situation, est au cœur de cette bataille. Premièrement, parce que la défense des droits humains est indivisible. Et deuxièmement, parce que la défense des droits des travailleurs locaux passe également par la défense des travailleurs migrants. Et le travail sur terrain que le JTT a entamé en collaboration avec nos partenaires, que ce soit la FES, sous le réseau RSMMS, ou le BIT avec le projet FAIR, c'est-à-dire recrutement équitable, ont démontré que le phénomène n'est pas à son début et que beaucoup d'efforts et de moyens doivent être déployés. Et au cœur de ce système qui doit être instauré, le facteur humain est le plus important. Les points focaux qui vont accomplir ces tâches ont besoin d'être bien formés et on espère que le réseau syndical Migration méditerranéenne et subsaharienne RSMMS doublera ses efforts dans ce sens et dans notre pays et dans les autres pays, que ce soit européens ou subsahariens. Merci. Merci, camarade Zubeida. Donc, on va donner la parole rapidement à Sergio. Juste, je reviendrai sur le cas de la Tunisie qui par rapport à la question du travail forcé, a été abordé sous l'angle de la question de la traite, qui a été initiée par l'OIM en Tunisie. Donc il y a eu un travail d'identification de cas en Tunisie, suite à laquelle il y a eu une sensibilisation des autorités qui progressivement a permis la mise en place d'une instance nationale qui a qui démarre cette année ses activités et qui a les moyens juridiques d'agir en toute autonomie. Et donc c'est un acquis réel pour le pays qui appelle à davantage de collaboration, comme l'a dit la camarade Zubeida, avec les organisations syndicales, les organisations de la société civile. Et c'est un peu l'enjeu dans lequel la Tunisie est actuellement est confrontée par rapport à la mise en application de ces textes-là sur le terrain. Donc je laisse la parole à Sergio pour un éclairage sur le cas de l'Italie et en réinvitant encore pour essayer de garder le temps de parole pour la discussion tout à l'heure.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, primero quiero Tout d'abord, je veux remercier Casa Arabe, donc les différentes syndicats, USO, UGT, Commission ouvrière, de nous fournir la possibilité d'avoir cette rencontre et de débattre sur un sujet qui, je dois vous dire, je veux le centrer d'une façon paradoxal, si vous pouvez me le permettre, c'est-à-dire si quelqu'un me pose la question, si je n'étais pas de la Terre et je venais d'une autre planète, est-ce qu'il pourrait avoir un travail forcé au XXIe siècle sur cette Terre et sur cette planète? Je vous dirais que ça pourrait être le cas, puisque c'est un phénomène extrême, parce qu'au-delà du travail forcé, il me semble qu'il y a la mort, donc la torture extrême. Donc nous devrions avoir des conditions exceptionnelles pour ce phénomène, donc des conditions exceptionnelles qui seraient un ensemble de coïncidences ou de phénomènes, comme pourrait être mettre ensemble des situations où le territoire est entre les mains d'organisations criminelles, où les politiques de développement doivent être des politiques de saccage, et c'est-à-dire de retirer toute possibilité de développement humain et durable, où les institutions ont un niveau de corruption très élevé et où les viols des droits de l'homme sont systématiques, donc où des conflits ne cessent de se produire, où il y a aussi des dictatures, où des répressions. Et s'il y avait cet ensemble de tous ces paramètres, nous aurions le travail forcé. Et donc, il me semble que c'est la base pratiquement de la réalité que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas pourtant un cauchemar, ce n'est pas un conte. Il y a des données qui nous ont été fournies auparavant par des collègues qui nous parlaient de millions de personnes qui vivent ces situations. Ce ne sont pas des chiffres, mais ce sont des noms et des noms de famille et des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont encore à souffrir ces conditions. Et nous parlons de nouvel esclavage parce que le langage et les définitions doivent s'ajuster au phénomène des différentes phases historiques. Donc aujourd'hui, nous voyons que dans des secteurs de travail légal, c'est-à-dire de travail formel, comme ça devrait être l'agriculture, la construction, le travail domestique. Donc il y a une grande quantité et des millions de personnes qui vivent dans ce système de travail forcé. C'est une donnée, et puis après je parlerai concrètement de l'Italie, mais c'est une donnée impactante. Au Liban, il y a 4 millions de personnes, de citoyens, et les syndicats au Liban nous disent qu'il y a autour de 500 000 personnes de femmes qui travaillent dans les foyers, qui viennent d'Asie, d'Afrique, qui sont dans un système qui est terrible. Et donc, j'étais raconté la Kafala, il y a des agences qui travaillent normalement comme des agences de voyage, des agences qui sont reconnues, donc pas du tout clandestines ou illégales. Et vous rentrez dans ces bureaux
Ils ont un portefeuille et ils disent, bon, combien voulez-vous payer pour une femme qui travaille chez vous? Donc, vous pouvez avoir des Africaines d'Érythrée, par exemple, pour cet argent. Ou si vous avez, par exemple, 200 €, vous pouvez avoir une employée domestique philippine. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez payer, vous avez soit un modèle d'employé domestique ou un autre en fonction du marché, du prix sur le marché de ces personnes. Donc, c'est des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ces bureaux et qui, à travers un système d'organisation sous le contrôle de l'organisation criminelle internationale sont choisis dans les différents villages de ces pays où il y a tout cet ensemble d'éléments qui, pour dire, comme j'ai dit un peu auparavant, et qui sont soi-disant embauchés, mais que leur passeport leur est retiré, ils reçoivent un salaire qui n'a rien à voir sur ce qui a été payé par les familles entre l'intermédiaire, donc, et qu'il n'y a que d'autres possibilités d'endurer cette situation. Parce que si elles veulent changer de travail, elles ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas de passeport, pas de contact au Liban. Donc la seule possibilité de fuir et de rentrer dans la clandestinité, c'est-à-dire l'illégalité et tout ce qui peut se produire dans ces conditions-là. Mais outre ces travaux, il y a un grand pourcentage de ces personnes d'activités, d'intérêts illicites comme la prostitution, et c'est quelque chose que nous pouvons voir dans les rues de nos villes. Je vais rentrer dans le détail de l'Italie pour vous donner certaines données et pour vous dire que le problème est au cœur de l'Europe. Donc l'Italie, je ne peux pas dire un cas extrême, mais pas semblable à la Suède, peut-être. Mais il y a ces conditions que nous pouvons trouver dans différents pays. Alors, il y a aussi une conjonction de facteurs. Il y a 3 ans en Italie, en 2014, 2015, 2016 aussi, en Italie, plus ou moins 500 000 personnes sont arrivées en provenance d'Afrique, à travers ce que l'on connaît comme les embarcations qui traversent la Méditerranée. Parmi ces 500 000 personnes, il y a plus ou moins 150 000 personnes qui ont parcouru, qui ont utilisé la voie, la demande d'exil, de réfugiés. Donc 150 000 personnes, environ 70% de ces personnes ont reçu cette reconnaissance, ce statut de réfugié, et les autres sont en cours. Donc, ce sont des mesures, enfin des démarches qui durent environ de 2 mois à quelques mois, mais en tout cas, il y a 150 000 personnes qui sont localisées. Les 350 000 autres personnes sont totalement invisibles. On ne sait pas où ils se trouvent. Le gouvernement italien tente de les rapatrier pour qu'ils puissent retourner dans leur pays, quelque chose qui est pratiquement impossible. Mais ces personnes, en tout cas, sont sur le territoire italien et européen, parce que, clairement, l'Italie est aussi un pays de transit, ce n'est pas un pays de destination pour la plupart de ces personnes. Et ils sont là, mais ils sont invisibles. Donc, 350 000 personnes, auxquelles il faut ajouter environ entre 700 et 800 000 personnes immigrées qui sont en Italie et qui sont clandestins. Voilà, donc cette masse de personnes, de gens, eh bien, est à la merci
Et c'est une main-d'œuvre, en tout cas disponible, et qui a davantage de contacts avec les organisations criminelles et qui ouvrent leurs portes au travail forcé, un système d'esclavage moderne, plus qu'elles n'ont de contact avec des institutions et avec des organisations qui pourraient construire et les accompagner dans des routes, des chemins, des voies de légalisation. Les syndicats en Italie, nous travaillons beaucoup sur cette question, et en particulier dans le secteur de l'agriculture et de la construction, parce qu'on pense qu'il y a environ un demi-million de personnes qui travaillent dans des conditions de travail forcé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le travail forcé, ça veut dire que ces personnes travaillent du matin au soir, du lever au coucher du soleil, environ donc 12 heures par jour. Elles reçoivent un salaire de 25 € par jour, et auquel il faut enlever les coûts de transport et de nourriture. Donc, c'est entre 18 et 20 € donc, par jour. Et ces personnes vivent dans des sortes d'ensembles urbains qui sont à moitié abandonnés. Il y a des services d'hygiène collectifs où ils peuvent aller dans la campagne pour faire leurs besoins. Ils reçoivent, surtout les femmes, sont victimes de violences qui sont terribles et qui s'ajoutent aux violences habituelles, aux violations du droit du travail, et il n'y a aucun contrôle de la part des institutions parce que ce territoire est contrôlé davantage par des organisations criminelles. Alors, ce que nous essayons de faire, ce que nous avons fait déjà, bien comme disait ma camarade de Tunisie, eh bien, tout cela affecte les travailleurs nationaux. Pourquoi? Parce que ça génère un dumping social très impressionnant, puisque des personnes travaillent dans ces conditions et font que le système de protection du travail et des salaires diminue. Donc nous essayons de... En le traduisant donc en français, on fait du syndicat de rue. Nous allons dans les rues, nous avons des personnes qui sont chargées, c'est un syndicat mobile, donc nous allons là où se trouvent les travailleurs clandestins qui travaillent dans ces conditions, donc à 4 heures du matin parfois, pour pouvoir parler avec ces gens. Parce que le problème, c'est que le soir, ils sont trop fatigués, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment à 4 heures du matin, nous défions les intermédiaires, ceux qui s'occupent de ces personnes, qui les engagent dans les rues, et nous essayons de leur donner, de les informer surtout sur leurs droits pour qu'ils les connaissent et qu'ils aient la possibilité de réagir en construisant un système de protection. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus réagir. Et face aux châtiments, aux punitions qu'ils reçoivent par ces intermédiaires. Donc nous avons réussi à obtenir qu'il y ait une loi qui pénalise et qui reconnaisse la responsabilité, et non pas au niveau administratif, mais au niveau pénal, des entreprises et de ces intermédiaires, parce que jusqu'à il y a quelques années, l'entreprise qui recevait ces travailleurs dans ce système du caporalato en italien, donc, ces intermédiaires illégitimes, un système donc, de criminalité organisée, eh bien, malheureusement, nous avons la mafia, la camorra en Italie, Andrani, nous avons des systèmes d'organisation criminelle qui sont extrêmement bien organisés, et ce sont des systèmes internationaux. Il
faut le dire, ce n'est pas seulement un produit italien. Et nous avons obtenu donc cette loi, et la loi contre aussi les intermédiaires qui prévoient l'expropriation des biens de ces entreprises. Et nous luttons pour qu'il y ait une protection des travailleuses et des travailleurs qui souhaitent sortir de ce système et qui ont besoin d'une protection, qui ont besoin de voies de réinsertion et ne pas être expulsés. Parce que c'est aussi le problème principal qui existe. Si ces immigrés qui se trouvent attrapés dans ces systèmes veulent en sortir, eh bien, ils vont se trouver face à une situation où ils sont clandestins. Par conséquent, il n'y a pas de sortie de secours. Et c'est là où nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour qu'il y ait une loi, des lois qui permettraient de dénoncer et que les personnes qui dénoncent ces situations puissent recevoir une protection et puissent avoir accès à des voies de réinsertion et de légalisation. Voilà, donc tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire en Italie. Nous essayons aussi de partager dans ce réseau syndical de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne avec les autres syndicats, parce que ces phénomènes, eh bien, ou alors, si on n'arrive pas à construire un réseau de protection et faire en sorte que les ratifications des conventions de l'OIT et les directrices de l'Union européenne, c'est important, qui existent en la matière, eh bien, si on ne travaille pas ensemble, il faut qu'on arrive à ce qu'elles soient appliquées. Et ça doit être fait ensemble, de manière conjointe, parce que nous sommes tous impliqués. Aucun secteur de la société ne peut être en dehors de ça. Il faut qu'il y ait une alliance intersyndicale et avec la société civile, c'est fondamental, mais aussi avec les institutions et les entreprises. C'est un ensemble positif et c'est la seule manière d'invertir cette situation et ces conditions qui sont négatives. Il faut les transformer en quelque chose de positif. Voilà, merci beaucoup. Merci camarade Sergio. Je pense que le lien est fait également entre populations vulnérables, travailleurs irréguliers et crime organisé. Je pense que, comme vous l'avez souligné, ça nécessite beaucoup de courage aussi par rapport aux acteurs de terrain d'intervenir dans ces conditions, puisque même si ça n'a pas été clairement dit, les camarades italiens qui travaillent en Sicile et en région calabraise sont confrontés à des intimidations et des menaces par rapport à ces intermédiaires, puisque les enjeux économiques sont importants et c'est un point aussi qui nécessite réflexion pour pouvoir agir d'une manière solidaire sur ces phénomènes. Donc,